On a quand même levé 175 000 balles. Bon, j'en ai dépensé plus de 200 000, mais c'est pas grave. Il y a encore 2 ans, j'étais un peu opportuniste. J'avoue que j'ai accepté tout. Je vends jusqu'à maintenant 1 000 € l'épisode. Mais je vends un combo. Si tu fais des bons posts, tu peux très vite demander 500 balles le post, tu vois. On peut vivre au final du sponsor en France et globalement être payé pour faire des podcasts et des posts toute la journée. Si je suis honnête, Boum, encore choc thermique. Désolée, je vous ramène déjà à Bruxelles. Et franchement, vous plaignez pas parce que moi, entre-temps, depuis l'île Maurice, j'ai fait un semi-marathon en Angleterre sous la pluie. Donc ne vous plaignez pas. Vous le savez, hein, moi, j'adore voyager, j'adore partir comme ça pour le travail, pour aller voir des concerts, pour aller à des événements sportifs. Mais par contre, qu'est-ce que j'aime aussi être chez moi, qu'est-ce que j'aime retrouver mon petit cocon. Je suis une vraie casanière. En fait, j'ai deux modes. Soit je suis en train de bourlinguer à travers le monde, soit je suis chez moi et je ne sors pas de chez moi. Et je fais partie des gens qui adorent partir, mais qui adorent revenir chez eux. Et il y a quand même un truc qui est super important, c'est de savoir qu'on va retrouver son chez-soi en sécurité sans qu'il y ait le moindre souci. Et quand j'ai démarré mon activité, j'étais obligée d'avoir mon activité domiciliée chez moi, là où je suis maintenant, mon appartement, et ça m'ennuyait beaucoup parce que du coup, mon adresse était partout. Elle était en bas de ma newsletter, elle était sur les factures que j'envoyais à mes clients. Alors, quand j'étais freelance et que j'avais quelques clients, c'était pas vraiment dérangeant, mais quand mon activité a commencé à grandir et que je commençais à envoyer des factures partout dans le monde, ben, j'avais pas forcément envie que mon adresse privée soit marquée partout sur toutes les factures. Et partout sur Internet, parce que je gagnais en visibilité, ça devenait dangereux. Alors, heureusement, il y a possibilité de domicilier son entreprise et vous pouvez le faire notamment avec le sponsor du jour qui s'appelle Se Domicilier. Et pour mes compatriotes, ils sont aussi en Belgique. Oui, ça y est, quelqu'un pense à nous. Enfin, c'est aussi dispo en Belgique. Merci Se Domicilier. Alors en fait, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement, via eux, domicilier votre entreprise à une autre adresse que votre domicile privé. Aussi simple que ça. Et donc, ça fait que l'adresse qui est dans vos conditions générales de vente, qui est sur les factures que vous envoyez, mais également qui est sur votre site internet, etc., bref, partout où ça peut être visible, eh ben, c'est pas chez vous. Donc, clairement, à l'ère où on est tous sur Internet en train de montrer notre vie, en train de créer du contenu chez nous, pour moi, c'est primordial et c'est vraiment super important d'avoir vraiment une société qui est domiciliée ailleurs que notre domicile privé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire très simplement. Ça se fait en quelques clics sur sedomicilier.be ou .fr si vous me regardez de France. Et alors, il y a un autre truc super bien aussi que j'adore, c'est qu'il s'occupe du courrier. Et moi, personnellement, j'aime pas l'administratif. Et j'aime pas recevoir des courriers de l'administration belge. Bruxelles Fiscalité, on sait, ça pue. Et ça, du coup, ça n'arrive pas dans ma boîte aux lettres. Ça arrive loin, chez eux. Et ils me le scannent et ils me l'envoient. Ce qui fait que je ne suis pas dérangée avec ça. Le vendredi soir ou le week-end, il n'y a pas de mauvaise surprise qui arrive. Et je trouve que franchement, c'est hyper important. Ça permet aussi de séparer un petit peu l'espace pro de l'espace perso. Donc, je vous laisse aller découvrir sedomicilier.be ou .fr. Et surtout, j'ai le plaisir de vous proposer un code promo qui vous donne 10% sur votre abonnement, que ce soit un abonnement d'1 an, de 2 ans ou de 3 ans. Vous avez 10% en plus avec le code SOLONATION26. Et la bonne nouvelle, c'est que ce code est valable jusqu'à la fin de l'année 2026, jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, vous ne devez pas vous précipiter. Vous avez le temps de réfléchir à ça. Vous avez le temps d'aller regarder les infos. Vous avez le temps de les contacter. Vous avez le temps d'aller voir également tout leur contenu sur leurs réseaux sociaux. Ils sont assez présents. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et c'est eux également qui nous ont permis de partir à l'île Maurice, qui nous ont permis d'aller enregistrer un épisode comme celui que vous allez voir maintenant avec Hugo Benz, qui va tout nous expliquer sur l'influence B2B. C'est un spécialiste du sponsor. J'ai vraiment hâte que vous voyez l'épisode, vous allez voir. Donc, écoutez, moi je propose qu'on reprenne le trajet vers l'île Maurice. On remercie encore ce domicilier qui a été notre sponsor pendant tout ce voyage. Et ben, c'est parti, let's go, on retourne à l'île Maurice. Alors, disclaimer, vous ne deviendrez pas millionnaire en regardant cet épisode, mais par contre, vous allez apprendre plein de choses intéressantes sur l'affluence B2B avec mon invité du jour. Bienvenue Hugo. eh ben écoute, merci à toi de m'accueillir dans ce joli cadre. On est pas mal, hein. Alors, tu vois, j'ai piqué la petite tagline que tu as à chaque fois sur ton Substack perso au début de chaque article. Parce que bien sûr, j'ai été regarder tout le contenu que tu crées sur le web pour préparer cet épisode. Et tu craches pas mal de contenu à la semaine, hein, je dois dire. Bah écoute, c'est vrai que tout s'est fait avec le temps. Parce que moi, j'ai commencé à créer du contenu il y a maintenant 5 ans.
J'ai commencé par LinkedIn, mais genre longtemps, hein, 1 an, 2 ans, avant de sans avoir strictement rien à vendre, avant de commencer, tu vois, je parlais beaucoup d'organisation, de productivité, donc un jour, j'avais fait un petit playbook qui s'était vachement, téléchargé, donc j'avais des milliers de mails et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais peut-être faire une petite newsletter», donc j'ai commencé par une newsletter perso et puis au fur et à mesure, bah, je pense qu'on en parlera après, mais j'en ai eu d'autres, sur d'autres thématiques, puis il y a eu le podcast, YouTube, mais en fait, tout est venu vraiment, au fur et à mesure, quoi. Oh, exactement. Et aujourd'hui, tu monétises tout ce contenu avec des sponsors, tu collabores avec des marques dans le B2B, donc tu vas pas forcément travailler avec Adidas, tu vas plus travailler avec Même si j'aimerais bien, mais ouais, non, en effet. voilà, on dit coucou. Non, mais plus avec des SaaS, etc. D'ailleurs, c'est également la partie agence que tu as. Comment est-ce que tu es tombé dans le domaine de la création de contenu? Parce qu'avant ça, tu avais un business qui n'avait rien à voir. Tu avais une usine de textile. Ah, exactement, moi j'ai fait 10 ans d'entrepreneuriat. Mes 10 premières années d'entrepreneuriat étaient dédiées au textile, donc avec la particularité d'avoir monté pas mal de boîtes. Bah, il y en a plein qui ont bien marché, il y en a plein qui ont bien craché aussi, mais dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt bien passé. La plus connue d'entre elles, elle s'appelle Kimono. Mais c'est vrai que juste après le Covid, il y a cette première vague un peu du LinkedIn game avec des mecs comme Grégoire Gambato, il y avait qui d'autre? Il y avait Théo Lion, il y avait tous ces mecs-là, et Benoît Dubo et de Scalese. Et en fait, je les voyais cartonner avec un truc gratuit qui est écrire, et je les voyais faire mais des millions de vues. Et là, je me suis dit, ça, c'est quand même dommage de passer à côté, il faudrait que j'essaye. Donc là, j'ai fait deux choses, hein. Je lui ai dit, vas-y, pendant 30 jours, je fais 30 posts. Après, il s'est passé deux choses. Première chose, ça a cartonné. Donc là, j'étais vraiment assez étonné et assez en fait excité de la chose. Et la deuxième chose, c'est que tous mes potes se sont bien foutus de ma gueule. Tu vois, dès le premier post, il y avait cap écran dans le WhatsApp du groupe, avec tout le monde qui évidemment se fout de ta gueule, parce qu'en fait, t'as qu'un mec qui écrit sur LinkedIn, c'est pas la star de la ville, quoi, tu vois. À l'ép- Surtout à l'époque, quoi. On parle pas encore d'influenceur ou quoi, mais surtout, c'est pas très bien vu, quoi. Oui, mais pourtant, tu as commencé tard, si tu dis après le Covid. Bah, moi, j'ai l'impression que, ouais, je suis pas dans la première vague. Je suis peut-être dans la deuxième, troisième, quoi. C'est-à-dire quand je suis, bah, tu vois, aujourd'hui j'ai 60 000 abonnés, j'ai commencé, du coup, bah, c'est ça, fin 2020, début 2021. Ok. Et en vrai, avant ça, il se passait pas grand-chose hein, sur LinkedIn en matière de création de contenu, vraiment. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu faisais comme poste, justement? Bah, je faisais en fait beaucoup de posts où j'essayais d'aider en fait les gens en donnant mes meilleurs hacks, mes meilleurs conseils. Et moi, c'est vrai que ce qui me passionnait à l'époque, ce qui me passionne toujours aujourd'hui, c'est l'organisation et la productivité. Et d'ailleurs, c'est très marrant qu'on parle de ça alors qu'on est du coup au Club Med à l'île Maurice. On est en 2026 là. Peut-être que des gens nous écouteront là dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pour YouTube, on est d'accord? YouTube, Spotify, on est partout. Bon, bah, du coup, ils pourront nous écouter quand ils veulent. Et en fait, c'est exactement au Club Med à l'île Maurice en 2018 que j'ai lu mon premier bouquin sur la productivité, que je me suis vraiment passionné pour ça, et que j'ai commencé en fait à tout lire sur le sujet, à tout regarder sur YouTube sur le sujet, à tout essayer sur moi, essayer, changer, jarter, recommencer. Et en fait, aujourd'hui, j'estime, bah, en fait, comme j'ai passé des milliers d'heures, on pourrait dire que je suis un expert en organisation et productivité. Donc aujourd'hui, enfin sur LinkedIn, à l'époque, j'ai commencé à parler que de ça. Et comme c'est un sujet plutôt mainstream, et ben ça a bien marché, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, très souvent, je dis aux gens, expliquez ce que vous avez déjà réussi à faire, ce qui n'est pas faux. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disent, OK, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir déjà une expertise ou ne sont pas assez experts, alors que là, en fait, tu as partagé ton parcours et ton évolution du jour zéro à... donc, en fait, on peut commencer dès maintenant, quoi. Ah, exactement, moi je travaillais encore dans le textile quand j'ai commencé sur LinkedIn. En vrai, je parlais jamais de textile, quoi. Je parlais juste de ma vie d'entrepreneur, d'organisation, de productivité. Et d'ailleurs, j'ai commencé aussi à parler en fait beaucoup des outils que j'utilisais. Et c'est vrai que là, ça a bien marché. Je suis très très vite monté à 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 abonnés. Et je pense que la première fois qu'une marque m'a approché, je devais être par là, tu vois, de vers les 25 000 abonnés. Ce qui était déjà pas mal, tu vois. Là, j'étais pas dans les stars de LinkedIn, mais j'étais dans ceux qui comptaient. Tu vois, à 25 000, il y a 4-5 ans, quand tu postais tous les jours, tu faisais partie du paysage, quoi. Est-ce que c'était un de tes objectifs quand tu as commencé sur LinkedIn, de collaborer avec des marques, ou tu savais même pas que ça pouvait exister? Ah, je savais même pas que ça pouvait exister. Et comme je te dis, là, j'étais vers les 25 000 abonnés. On est à ce moment-là en 2021, 2022, peut-être début 2022, fin 2021, je sais plus.
une marque, ClickUp, donc qui est un gros SaaS américain, me contacte et me dit bah écoute, on t'a sélectionné, si t'es chaud, voici les conditions, tu as le droit de faire 3 posts par mois, ou juste tu nous mentionnes, il n'y a même pas de lien, même pas d'offre, tu mentionnes ClickUp dans ton post, tu as le droit de le faire 3 fois dans l'année, et c'est $350 par post. Je dis ok, donc je vais me faire plus de $1000, enfin c'est ça, oui, 350 fois 3, oui c'est ça, plus de $1000 par mois, parce que c'était un truc sur 3 mois. Ok, est-ce que tu as dit une fois, 3 fois par mois, une fois 3 fois par an? Non, C'était. pardon, 3 fois par mois, Ok, ouais. pendant 3 mois. Ok. Donc j'avais en fait en gros 9 posts à faire, Et un deal et donc 9 à fois 3K, ouais, 350, ouais. en plus le truc vraiment, limite, je lui avais donné mon PayPal, limite il n'y avait pas de facture, enfin tu vois, c'était un peu, wow. Moi aussi je faisais la facture sur PayPal. Bon, et du coup, est-ce que je l'ai déclaré? Je pense pas, mais bon, il y a prescription, hein, si vous nous écoutez. Mais bon, bref. Donc, du coup, je me suis dit, putain, c'est fou, il y a des marques qui sont prêtes, du coup, maintenant à me payer pour que je parle d'elles. Donc, du coup, ça m'a plus qu'interloqué. Je me suis dit, bah écoute, je vais faire un peu ma liste des 4-5 marques que je kiffe. Et tu vois, là, c'est un peu un spoiler alert, parce que je pense que tu allais me poser la question de qu'est-ce qu'on fait quand on veut être sponsorisé. Donc, tu vois, j'avais 25 000 abonnés, j'étais déjà gros, mais pas si gros. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un fichier Excel, un Google Sheet ou un Notion à l'époque. Bon, je sais plus, bref. Un tableau où j'ai mis un peu les 10 marques avec lesquelles je rêverais de bosser. Donc, dedans, il y avait évidemment Notion. Je me rappelle, j'avais mis Notion, Lemlist, Alan, Payfit, Conto. Enfin, j'avais mis toute la clique. Premier ou que j'arrive à avoir, ah oui, deuxième étape, essayer d'avoir le bon contact. Donc là, chez Notion, je contactais tout le monde en disant, en gros, voilà, je le fais déjà en France pour ClickUp. Bah, du coup, en gros, avec qui je dois échanger chez vous pour ça? Tu t'envoies ce message à 10 personnes. Sur les 10 personnes, tu en as au moins 3 minimum qui te répondent et qui te disent, écoute, mec, il faut que tu parles à Laura. Donc, 3 personnes qui disent, il faut que tu parles à Laura. Donc là, tu vas voir Laura. Tu dis, bah, tout le monde m'a dit qu'apparemment, c'est avec toi qu'il fallait que je vois ça. Et Laura, bon, j'aurais peut-être pu chercher un peu mieux. Son job title, c'était influencer manager. Et je savais pas qu'il y avait ça dans le B2B, tu vois. Mais c'est pas mal au final le côté on m'a dit de te contacter. Ah, mais c'est mieux. C'est mieux que Tu dire auras toujours une coucou. réponse. Oui. Tu auras toujours une réponse. Et donc là, Laura, elle me dit, bah, elle est influencer manager. Donc évidemment, elle fait des campagnes d'influence. Je lui dis, bah, la France, ça te branche? Elle fait, ouais, on fait 2-3 trucs en France. Ils avaient fait un truc évidemment avec Chuban Sharma à l'époque. Ils avaient déjà fait un truc avec Caroline Mignot, qui était déjà une resta sur LinkedIn. Mais bon, c'était encore aux prémices. Et là, je lui dis, bah écoute, moi je suis dispo, je fais ci, je fais ça, voici mes réseaux et tout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai appris toutes les étapes de l'influence B2B. Donc, la réception du brief, faire valider son poste, planifier la date. Après, il va falloir donner le lien, le reach, la facture. Enfin, c'est énormément d'étapes. Le workflow, il est hyper long. Et donc, ce qui a été trop bien, c'est que du coup, le premier vraiment avec qui je l'ai fait, de manière très officielle, c'est Notion. Et ça fait 4 ans, du coup, que mon message et mon message d'accroche, il est le même, c'est que je name drop Notion pour démarcher les autres, toujours avec la même technique en demandant un referral. Je le fais déjà pour Notion sur toute la France, avec qui je dois échanger chez vous pour ça. Et encore une fois, tu envoies 10 personnes de la boîte, tu en as toujours 2 ou 3 qui te répondent et qui te disent c'est Laura, c'est Jacqueline, c'est Robert, et c'est la même technique pour tout. En gros, tu es payé pour parler des outils que tu utilises au quotidien. La boucle est bouclée, c'est ce que tu faisais en fait dans tes Moi, c'est premiers là que j'ai posts de sur la la chance, c'est que je le productivité. faisais déjà avant. Donc en fait, même si des fois je le fais mal, et des fois ça fait trop sponsorisé, et même des fois je pense, tu vois, si je suis honnête, il y a encore 2 ans, j'étais un peu opportuniste, j'avoue que j'ai accepté tout, je voulais tester tout. Et des fois, je pense, ça se voyait que bon, j'étais juste payé pour écrire un post, que je n'étais pas vraiment utilisateur. Et donc, ça, c'est pas la très bonne influence. Ça donne pas une très bonne image. Donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, j'essaye vraiment de pas le faire. Parce que je veux pas faire du mal à mon marché, en fait, quoi. Oui, oui, tout à fait, je comprends. Tu as dorénavant plusieurs médias, plusieurs plateformes. Tu as le podcast La Chapelle. Tu as également ton Substack, le Substack perso, comme tu l'appelles, ta newsletter. Tu as également ta présence sur LinkedIn. C'est ça les 3 principaux? En fait, en gros, aujourd'hui, dans tout ce que tu viens de décrire, il y a un seul port de coup, qui est le podcast. Ok. Alors, loin, là, aujourd'hui, le studio, il est pas très cher puisque c'est le balcon de ta chambre. Mais sinon, bah, il faut louer un studio. Moi, en plus, je suis à Bordeaux. Les 90% de mes invités sont à Paname. Il faut que je me déplace. Le train, l'hôtel, donc le studio, le montage, le media maker, ma podcast manager. Enfin, bref, les gens qui font les shorts. Enfin, bref, chaque épisode, ça coûte 700 balles. Donc moi, en fait, quand même, à chaque fois, au minimum, j'essaye que chaque épisode ne me coûte rien. Et tu vois, ce que je fais aujourd'hui, et ce qui n'est pas assez cher, il va falloir absolument que je monte mes prix,
C'est que moi, tu vois, je voulais vendre 1000 euros. Enfin, je vends jusqu'à maintenant 1000 euros l'épisode, mais je vends un combo. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est dur d'exister dans le podcast. Même pour vendre 1000 euros, tu vois, aujourd'hui, on est sur des CPM. Allez, si tu vends 100 euros le CPM, c'est très, 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 très bien vendu. Ouais, on va décrire CPM, Ah, le coût par 1000. audience, ouais, c'est Coût par par 1000 1000 et coût de vues. vue. Et, Donc, ouais. moi, par exemple, franchement, la plupart de mes épisodes, ils font entre 1000 et 2000 vues. Et écoute, tu vois. Bon, non, j'avoue que ça monte quand même souvent à 3, 4, 5000. Allez, imaginons, tout frais 5000. Au plus cher, je pourrais le vendre 500 euros. Ok. Et ce serait déjà très, très bien vendu. Donc, tu vois, quand je le vends 1000, c'est trop cher. Donc, du coup, je fais un combo. Et là où c'est moi qui suis pas assez cher, c'est que je fais une mention dans LinkedIn et une mention sur ma newsletter. Et donc, du coup, les gens ils disent, bon, ok, c'est pas cher, ils me prennent 2, 3, 4 épisodes. Mais au moins, comme ça, moi, je suis safe. Je sais que tout le port de. Tout le contenu, en gros, il est payé et je gagne même un peu d'argent là-dessus. Et après, là où je fais vraiment ma marche, c'est sur les autres contrats que j'ai qui sont 100% LinkedIn, 100% newsletter ou combo des deux, quoi. Ok, parce que ça, j'allais te demander, c'est au final comment tu gagnes ta vie. Parce que moi, mon audience, on a surtout l'habitude d'avoir un podcast, mais qu'on monétise pas directement avec des sponsors, qu'on va plutôt utiliser comme levier pour vendre après des programmes de coaching, des produits digitaux, etc., etc. Alors, je sais que tu en fais aussi, mais c'est pas ton business model. Donc, j'ai même arrêté. Tu as arrêté, tu pourras nous expliquer Tout est pourquoi. gratuit, ouais. Tu pourras nous expliquer pourquoi. Donc, du coup, donc on peut vivre au final du sponsor en France et globalement être payé pour faire des podcasts et des posts toute la journée. Évidemment, moi franchement je pourrais vivre que de ça hein, si je m'étais pas mis en tête de vouloir quand même builder un vrai écosystème avec du coup l'agence, le SaaS, d'autres choses qui arrivent tout autour en fait de l'influence B2B. Mais si je voulais être, en fait c'est bizarre, je vends ça mais j'aime pas trop ce mot alors qu'en fait si je peux l'aimer, je pourrais être que influenceur en fait en gros, que créateur de contenu influenceur et très bien gagner ma vie juste avec ça. Et en bossant peu, Ah non, 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 par contre, en bossant quand même beaucoup. Mais par contre, en effet, moi, c'est vrai que si tu m'enlèves l'agence, ouais, la création de contenu, moi, c'est quelque chose qui doit me prendre même 15 heures par semaine. À peine. Ce qui est déjà beaucoup, hein, 15 heures. Mais je pourrais, en effet, tu vois, c'est vrai, j'aime pas les gens qui disent ça, mais là, j'avoue que c'est la réalité. Mais c'est parce que j'ai vraiment masterisé ce truc, parce que je ne fais que ça depuis 3 ans. Mais du coup, en effet, je pourrais vivre seulement de l'influence. maintenant avec les bons process, etc., la taille de ton audience, effectivement. Mais tu le disais, tu n'as pas envie de faire que ça, parce que tu as envie de construire plein de choses, dont notamment ton agence La Fraise, qui met en contact les influenceurs B2B, donc tes collègues de LinkedIn, etc., avec des grandes audiences, et des SaaS comme Canva, par exemple. Alors, on les met pas en contact, hein. C'est Ok, vrai que pardon. la marque n'est jamais en contact avec le créateur. Ok. Et nous qui faisons le pont entre les deux. Oui. C'est juste qu'on va, du coup, nous, on va récupérer le budget et le brief de la marque et on va tout gérer pour elle. Oui, je me suis mal exprimée en disant Non, que non, vous mais les c'était mettez en pour que ce contact. soit clair Oui, pour les oui, gens oui, que. oui, 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 tu Et fais. pour les marques, c'est vrai que, en fait, justement, c'est ça qui est cool, c'est que vous n'avez pas à être en contact avec les créateurs. Oui, oui, c'est ça. Vous faites vraiment, oui, un peu comme un agent au final. C'est un peu comme un agent, mais un peu différent, mais c'est un peu ça. J'ai une question, du coup, pour toi qui es vraiment en contact avec les marques au quotidien, parce que pour mieux connaître, moi, le domaine de l'influence plus B2C, donc les influenceuses qui vont avec des marques de vêtements, etc., je sais que le marché a quand même pas mal diminué depuis 2023, 2024, 2025, et que c'est devenu un petit peu compliqué. Les budgets diminuent de plus en plus, en fait, dans certains secteurs, notamment la mode, cosmétique, etc. Est-ce que c'est pareil dans le B2B, par exemple, bon, je donne Canva comme exemple parce que c'est celui, je pense que mon audience connaît le mieux dans les SaaS, mais est-ce que eux aussi les budgets diminuent ou au contraire ça augmente? Moi, je les vois augmenter. En fait, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Je dirais que, en fait, j'aurais tendance des fois à me dire qu'avec un peu l'austérité qui se passe, les budgets marketing ont baissé. Mais si les budgets marketing baissent, les budgets d'influence augmentent. Et en fait, tu vois, un bon signal faible qui est intéressant là-dessus, tu vois, de l'année dernière et cette année, là, sur fin d'année, début d'année, des boîtes comme Conto et Lemlist ont recruté leur première influencer manager. Donc ça montre qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus une queue de budget, c'est plus des tests, c'est une véritable ligne dans le budget marketing. Donc je sais pas si les budgets marketing baissent, mais en tout cas, le budget de l'influence monte. C'est une bonne nouvelle pour nous, les créateurs.
Alors, on va imaginer, moi par exemple, alors tu travailles surtout avec des influenceurs, du coup, créateurs qui sont sur LinkedIn. Moi, je suis pas du tout dessus. Moi, je suis sur Instagram, je fais des jolies photos, nanana, nanana. J'arrête pas de me dire, faut que je me mette sur LinkedIn. J'avoue, j'avais pas la motivation. Moi, ça me plaît, ça me parlerait bien de travailler avec des outils que j'utilise au quotidien, comme Canva par exemple. Je crois que sur LinkedIn, je vais avoir quoi? 500 abonnés parce que je l'ai Ouais. jamais utilisé. Donc il faut démarrer. Il faut démarrer. Ce serait quoi un petit peu? On se dit, OK, dans 6 mois, on se recontacte. Peut-être qu'on peut bosser ensemble. Peut-être que je peux faire partie voilà, des créateurs avec qui vous bossez à la Ouais, au fraise. début, tu peux faire de la micro-influence à 100 euros le poste. Au début, ça commence à ça, hein, puis ça augmente peu à peu. Ça peut aller très vite, hein, en fait, à partir de. En fait, j'allais dire de 2000, 2500 abonnés, en fait, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est que tes posts. En fait, le vrai truc où tu te dis, OK, maintenant, ça commence à le faire, c'est quand tu postes tous les jours, enfin tout le temps, et que tous tes posts, systématiquement, ils font plus de 1000, 1500. Tu vois, tu fais pas des posts à 200, 300 vues, où là, ça veut dire que tu es un petit peu shadowban par le truc, quoi. C'est là vraiment la régularité qui est importante. Régularité et qualité, évidemment, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous donner, parce que je sais que les gens aiment bien les chiffres. Imaginons, dans un an, je suis à 10 000 abonnés sur LinkedIn, avec du bon contenu qualitatif, Ouais. etc., etc. Combien est-ce que je pourrais demander pour un post? Ça peut très. En fait, c'est surtout en fonction des vues que tu fais. Mais si tu fais des bons posts, tu vois, et c'est souvent les nanas, tu vois, qui font des bons posts, tu vois, qui font des beaux carousels, qui font pas juste, en fait, elles écrivent un post et ciao, elles mettent une photo. Des fois, elles vont faire une belle infographie ou un truc comme ça. Si tu fais des bons posts, tu peux très vite demander 500 balles le post, tu vois. Ça va vite, hein. Et effectivement, c'est pas mal. C'est pas T'as mal pas, du tu vois, tout. pareil, il n'y a pas encore vraiment de règles, c'est encore un peu le Far West. Tu vois, on pourrait se dire, à un moment donné, sur LinkedIn, je sais pas, il y a un prix pareil au CPM, encore une fois, au coût par 1000 impressions. Si j'essaye aujourd'hui de te faire une petite moyenne, grosso modo, c'est un peu pareil, c'est un peu 100 euros le CPM. Ok. Tu fais des posts qui font 1000 vues, 100 balles. Mhm. Tu fais des posts qui font 10 000 vues, ok, là on peut payer 1000 euros. Tu vois, mais, et encore que pareil, encore une fois, c'est bien payé, ce que je viens de te dire. Normalement, on serait plutôt en recherche, si je suis une marque, enfin si j'étais une marque, je rechercherais plutôt du 50 euros du CPM. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu le Far West et on arrive à vendre le 100 euros CPM, grosso modo. Ouais, ouais. Bah, moi, je trouve ça formidable. Et franchement, c'est un truc que j'apprends ici avec vous dans tout le voyage dans lequel on est. C'est que moi, j'ai toujours créé du contenu pour vendre d'autres choses après. Et j'ai jamais pensé à vraiment vendre le contenu directement. Donc, je me dis, quitte à déjà faire le boulot, bah, autant le faire avec un petit peu plus en ayant en tête ces stratégies, OK, aller travailler après avec des marques, faire vraiment de l'influence B2B. Euh, c'est tout bénef, quoi. Parce qu'au final, un contenu peut dérouler vers plusieurs outils de monétisation. Alors toi, par contre, tu as arrêté tout ce qui est produits digitaux, formation, etc. Ouais, j'avais fait une petite. Bah, du coup, en fait, moi, tout cet univers de l'organisation, très vite, en fait, c'est le premier playbook, je l'avais appelé comme ça, je l'avais appelé la Bible de l'orga. J'avais fait je fais vraiment des dizaines de milliers de téléchargements. Donc, je m'étais retrouvé avec ces 30 000 mails. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, pareil, je fais une newsletter, la Bible de l'orga, .substack.com, je crois que c'est ça. Et en fait, de cet univers, j'en écris aussi un livre et j'en fais une formation. Donc, vraiment, 37 modules, tu vois, enregistrés en studio, etc. Je commence à vendre la formation. Et le lancement se passe très bien. Franchement, sur 2 mois, je dois faire 20 000 balles. C'est 20 000 balles de marge. Tu me diras, ça m'a coûté 7-8 000 euros. Donc là, on va dire c'est 12 000 euros de marge. Je dis, c'est cool, hein, franchement. Si tous les mois, ça fait 3-4 000 euros, je suis content, hein. En fait, dès le troisième mois, ça fait 2 000 euros. Quatrième mois, 1 000 euros. Et en fait, après, ça s'est resté par là, tu vois, entre 500 et 1 000 euros tous les mois. Ce qui n'est pas négligeable, hein. Mais du coup, je sais pas, en fait, ça me mettait dans une case pour un truc qui rapporte pas grand-chose. Donc là, en fait, au début de l'année, j'ai dit, vas-y, je rationalise tout, je fais vraiment, mais je veux qu'on m'identifie seulement pour l'influence B2B. Et donc, j'ai mis toute ma formation gratuite sur ma chaîne YouTube, sur la Chapelle Radio. Voilà. Et tu l'utilises comme lead magnet ou Même pas. même pas? C'est Tu prends juste, même pas les adresses c'est mail. gratos pour le peuple. Ah bah écoute, c'est très bien aussi. Petite question, j'ai profité que tu sois justement spécialisé dans la productivité. Parce que tu nous as beaucoup parlé de régularité au niveau du contenu. Tu as dit quand tu as démarré, tu as fait un post chaque jour pendant 30 jours. Et cela dit, meilleur tips du monde, hein, c'est ce que je dis toujours. Vous voulez vous lancer sur Instagram, faites un Reels par jour, vous comprendrez très vite comment ça fonctionne. Mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire, on va être honnête. Ah ben, évidemment. Tu vois, par exemple, moi, faire un Reels par jour sur Instagram,
ça fait 2 ans que j'essaie de enfin, que je voudrais me l'imposer, et que j'y arrive pas, en fait, quoi, tu vois, parce que j'ai pas réussi à avoir cette discipline. Par contre, pour LinkedIn, j'ai réussi. LinkedIn, j'ai réussi à toujours avoir de l'avance. Quand j'ai commencé, je faisais tous mes posts dans mes notes. Et du coup, par contre, tous les matins, je postais, mais parce que je pense que c'était nouveau. Et je mets bien, tu vois, revenir au bout de 2 minutes, voir que le post, il pétait déjà et tout. Maintenant, j'avoue que je m'en fous. Maintenant, je le fais une fois par semaine. Je planifie tous mes posts de la semaine. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas été sur LinkedIn de toute la semaine qu'on a passé à Maurice. Parce que tous les jours, j'ai un post qui était prévu, quoi. Ouais, il y a pas vraiment une organisation, faut un peu Si, tester, maintenant, voir ce qui l'organisation, nous c'est que convient. Non, j'écris non, mais je le veux dire vendredi matin. Et le vendredi matin, je planifie pour toute la semaine d'après. Il fut un temps, j'arrivais même toujours à avoir 2 semaines d'avance. Maintenant, je le fais d'une semaine à l'autre. ouais, et pour quelqu'un qui débute, tu conseilles aussi cette partie batching, on fait tout pour une semaine ou plutôt au Il quotidien? y a vraiment 2 écoles. Ouais, Il y a faut des gens tester, qui quoi. aiment bien, en fait, se pointer tous les matins devant leur profil LinkedIn et dire qu'est-ce que j'écris aujourd'hui. Bon, ils reprennent leurs notes, ils reprennent leurs trucs. Il y en a qui aiment bien écrire tous les jours. Mais même, je connais même des gros créateurs de contenu sur LinkedIn qui sont là depuis 5 ans et qui, encore maintenant, se pointent tous les matins et écrivent leurs posts. Alors, ils savent à peu près sur quoi ils vont écrire. Et il y a des gens comme moi qui sont à l'autre extrême, qui aiment bien tout écrire d'un coup, tout planifier et après être tranquille. Ouais, moi je suis plus la team pendant le café du matin. Comme ça, c'est fait. Parce que souvent, c'est le truc qu'on trouve chiant. Ouais, Et mais moi, hop, comme ça, c'est fait. bah justement, moi le matin, je préfère être sur des grosses tâches importantes. Et c'est con, pour moi, en fait, le LinkedIn, c'est une nécessité, Ouais. mais c'est pas ma tâche la plus importante, quoi. Mhm. Donc c'est pour ça que je le fais le vendredi, d'ailleurs, quand c'est chill, tu vois. Et pourtant, on pourrait croire que ça fait partie du plus important. Mais en même temps, c'est sur des. Tu parlais des gros dossiers. Tu as fait un truc assez sympa il y a pas longtemps, non? Un chouette documentaire, il me Ah oui. semble. Ah oui, tu vois de quoi je parle. Donc, documentaire, tu as fait l'ascension du Mont Blanc. Alors, c'est quoi? C'est Inoxtag qui t'a inspiré? C'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, en fait, j'ai une liste en fait, de choses un peu incroyables que j'aimerais faire, ça en faisait partie. Première chose. Deuxième chose, donc, du coup, pendant l'été d'il y a 2 ans, donc l'été 2024, il y a Mathieu Stéphanie qui sort un documentaire sur le GR20. Et là, pareil, je me dis, putain, en fait, prendre une aventure, prendre des entrepreneurs et les filmer en faire un docu, tu vois, je me dis, putain, tu vois, le Mont Blanc, ça pourrait être cool. Je savais déjà que Inoxtag allait faire, ou avait déjà fait, pardon, l'Everest. Le documentaire n'était pas encore sorti. Mais du coup, en effet, tu vois, c'est toutes ces choses qui m'inspirent et qui me foutent un coup de pied au cul. Et là, j'avoue que Kaizen sort. Et là, c'est une telle claque pour moi que je me dis, bah, en fait, tu vois, le projet, il était à la limite de dire, vas-y, je le fais. Là, il a passé la limite d'1 kilomètre et je dis, vas-y, on y va, quoi. Et maintenant, c'est sorti. Et donc, du coup, bah, j'invite tout le monde à aller voir parce que tu as fait un travail de dingue là-dessus. En effet, je suis quand même assez fier du truc parce que ça a été 1 an de boulot. Donc, à faire le casting, à trouver les sponsors. On a quand même levé 175 000 balles. Bon, j'en ai dépensé plus de 200 000, mais c'est pas grave. C'était le prix de l'apprentissage, on va dire. Mais, et du coup, on avait quand même le budget pour avoir des belles images, de travailler avec des bons monteurs, un bon réalisateur, un bon producteur, enfin, un bon musicien pour faire la musique. Tu vois, même toute la musique, elle est originale. Ok. Enfin, je me suis éclaté en fait à travailler que avec des cracks artistiques quoi, en fait. Ouais, ouais, là, tu as vraiment pris ta casquette au-delà d'influenceur, de youtubeur. J'ai essayé, ouais. Eh ben, écoute, on laissera tout le monde aller voir pour ceux qui n'ont pas encore vu Objectif Mont Blanc sur ta chaîne. C'est quoi son gros projet pour toi? Bah, du coup, c'est le GR20 parce qu'on voulait faire un truc en France. C'est vrai qu'en France, on s'est dit après le Mont Blanc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, bah, il y a le GR20. Ça, c'est la première chose. Après, je vais faire les 3 plus hautes montagnes des Pyrénées Ok. et peut-être le Mont Rose cet été, donc qui est la deuxième plus grosse montagne des Alpes après le Mont Blanc. Et surtout, en début octobre, on fait le Speed Project, où on va faire en fait une course en relais pour rallier Las Vegas à Los Angeles. C'est trop bien. Ça, j'ai tellement hâte de voir. C'est des contrées que je connais bien, donc trop hâte de voir ça. Et je comprends du coup pourquoi tu as laissé, entre guillemets, ta petite formation en ligne de côté. Oui. On peut pas tout faire au bout d'un moment. Et, euh, et franchement, moi, je suis admirative et je suis vraiment ravie qu'on ait pu se passer une semaine ici. Merci beaucoup, Hugo, pour tout ce que tu nous as livré dans cet épisode. Ah bah Merci également écoute, pour tout ce que tu m'as appris cette semaine. C'était passionnant. enfin, je te retourne le compliment et je retourne le compliment en fait à tous les entrepreneurs qui étaient avec nous.
C'est vrai que, tu vois, c'est quand même pas mal de faire ces genres de petites semaines parce que, outre le fait qu'on part de France, que c'est un super cadre qui, du coup, permet quand même de faire du recul, en fait, pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs sur leurs différentes expériences, se faire roaster. Parce que moi, j'en ai pris pour mon grade et j'ai adoré en prendre pour mon grade parce qu'en fait, des fois, il y a des choses, tu sais qu'il faut le changer, mais tu gardes un peu tes œillères et que ce soit tes pairs qui te disent, bah non, en fait, c'est nul que de faire ça, en fait, il faut pas du tout faire ça, il faut faire comme ça. Et bah, du coup, ça t'aide à dire, allez, ok, j'enlève les œillères, ils ont raison, je vais changer. C'est ce que je disais ce matin au petit-déj. Je disais que j'ai appris plus en une semaine que ce que j'ai pu apprendre dans des masterminds, etc. Parce qu'on était vraiment en train de bosser activement, quoi. Ouais. On n'est pas venu pour faire une retraite et Mais juste note à faire du nous-mêmes quand même mindset. un peu moins bosser la prochaine fois quand même. J'avoue, ça a été intensif. Et d'ailleurs, écoute, je vais te laisser parce que je sais que toi, tu n'as pas encore eu le temps d'aller au petit-déj, Non, justement. j'espère qu'il est encore ouvert. Hein. Il est encore ouvert, je te rassure. Et en Yes. plus, toi, tu enchaînes encore après pour tourner des Exactement. épisodes de La Chapelle. Ici, là encore. Ouais, vous squattez ma chambre toute la journée. Parfait. Eh ben, écoute, un tout grand merci. On laisse bien sûr dans la description du podcast le lien vers tes différents médias, Substack, YouTube, etc. Et donc, allez suivre Hugo si vous ne connaissez pas encore. Et moi, du coup, bah, écoute, je vais me mettre à poster sur LinkedIn et j'espère que du coup, un jour, je ferai partie de la team de créateurs de la fraise. 30 jours, 30 postes. Mets-toi ça comme objectif. Là, demain, on prend l'avion. Dis-toi que pendant l'avion, c'est facile d'écrire, allez, déjà 5 ou 6, quoi, tu vois. Eh ben, écoute, tu vérifieras demain que je passe bien à ça. Tu me les montreras. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous.